Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine, une nouvelle invitée, c'est Germaine Bourdet qui est avec nous cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la CLÉ, la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion, et vous dressez à travers cette clé une lettre ouverte aux candidats au municipal. On va rappeler donc les composantes de cette clé, les signataires à Ouabast, à la Croix-Rouge de Corse du Sud, l'entraide protestante de Corse, la FALEP de ZA, la FALEPA, Coursiga, la Fraternité du Partage, la délégation régionale de Corse de Médecins du Monde, Présence bis, la délégation de Corse du Secours catholique, la Fédération Corse du Secours populaire français, donc une belle coordination d'associations. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est pas nouveau, puisqu'on a l'habitude depuis déjà quelques années de se retrouver, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble et surtout d'essayer de porter la parole des personnes les plus pauvres de la Corse pour leur faire place et pour que les politiques ou les institutions prennent en compte, je dirais, la situation des plus pauvres sur la Corse. Alors, vous dites donc c'est un enjeu clé de ces élections municipales. Oui, parce que les élections municipales, c'est forcément une proximité, c'est forcément agir sur le quotidien des personnes qui vivent dans les différentes communes de la Corse. Et donc, ça nous a semblé important qu'effectivement, on les sensibilise et on les interpelle sur des points qui nous semblent aujourd'hui importants à ce que les futurs, candidats et puis le futur conseil municipal d'une commune puissent prendre en compte la pauvreté sur son territoire. Alors, l'une des interrogations, on les détaillera ensuite à travers certaines mesures concrètes, mais vous dites quelle place la précarité et la pauvreté tiennent-elles dans vos projets municipaux ? Ce n'est pas la première fois que vous interrogez des futurs élus. Est-ce que vous avez le sentiment que cette place, elle a évolué au fil des scrutins ? Alors je dirais oui, forcément elle a évolué parce qu'on ne peut pas laisser de côté, j'ai envie de dire, sur la Corse, à minima, c'est 70 000 personnes. Donc est-ce qu'on peut les laisser de côté ? Non, c'est pas possible. Donc je dirais chaque commune doit prendre en compte, ça a évolué, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'on ne baisse pas les bras et qu'il nous semble important, à l'occasion de ces élections 2020, de continuer à enfoncer, je dirais, le clou pour que vraiment la pauvreté, dans toutes les difficultés du quotidien, soit prise en compte. Le regard sur cette pauvreté, sur cette précarité, vous pensez qu'il a changé ? Que ce soit des élus ou... Alors je pense qu'au niveau des élus, ça a changé, puisqu'aujourd'hui, ils en parlent, donc à la limite, ils y sont un peu sensibles. Est-ce que le regard au niveau de l'ensemble de la population de la pauvreté a changé ? Un petit peu, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore des préjugés sur les pauvres, on a encore des images stéréotypes de la pauvreté, et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça veut dire quoi ? Il faut prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres aussi ? Oui, il faut prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut prendre conscience que c'est pas parce qu'on est en précarité, en difficulté, qu'on n'est pas capable de prendre une place, de donner une parole. On y a peu... alors, j'ai envie de dire... On sent que ça arrive un petit peu plus, mais il y a peu de lieux, peu d'instances où vraiment la parole des personnes en précarité est portée directement. J'ai envie de dire, dans l'absolu, ça ne devrait pas être Germaine Bourdet de la coordination de la clé qui viennent parler ici à ce micro de la pauvreté, mais ça devrait être des gens qui effectivement la vivent parce que n'importe qui, à un moment de sa vie, peut être confronté à ça. Personne n'est à l'abri. C'est pas parce qu'on a des études, c'est pas parce qu'on a une famille, c'est pas parce qu'on a un métier qu'on est à l'abri de la pauvreté. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et donc, ça devrait être une personne qui a vécu elle-même la pauvreté ou la précarité et qui puisse venir parler et dire qu'est-ce que dans son quotidien elle a comme difficulté et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux et qu'on ait un regard positif sur des personnes qui sont, à un moment donné de leur vie, en situation de précarité. Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que ceux qui sont dans cette situation de pauvreté, de précarité, n'osent pas franchir le pas, ou parce qu'il n'y a pas l'écoute qu'il faudrait de l'autre côté ? Alors, je dirais un peu des deux. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas envie, quand on est en précarité, d'être repéré comme personne en précarité, parce que c'est le pauvre. Comme il y a une image très négative, en fait, de la pauvreté, forcément, on n'a pas envie d'être repéré comme personne ayant en situation, je dirais, de précarité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vrai qu'on perd confiance en soi, qu'on n'ose pas, du coup, prendre la parole en se disant « mais moi, je ne serais pas capable de dire ce que je vis, etc. » Alors que c'est faux. Quels que soient les mots qui sont utilisés, c'est des mots qui sont vrais, c'est des mots qui sont de la personne elle-même, et c'est ça qui est important. C'est comment on exprime avec ses propres mots ce que l'on vit, parce que c'est différent d'un responsable d'une association, d'une coordination.
on va utiliser nos propres mots, mais ce n'est pas les vrais, parce qu'on ne les vit pas au quotidien. Est-ce qu'au sein de la coordination, justement, il y a des moments de parole, des moments d'écoute, et ensuite qui sont retranscrits? Alors, on a un travail là-dessus et on le développe de plus en plus. Alors, je dirais que ça se vit plus chacun dans son association en fonction de ce qu'il met en place. Donc ça, c'est vrai que c'est un temps important, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un travail à faire sur nous-mêmes pour redonner la place et la parole aux personnes. Il y a 2 ans, à la journée de la solidarité qu'on avait organisée, on avait quelqu'un qui avait témoigné, et c'est vrai que ça avait frappé quelqu'un qui était à la rue, qui avait témoigné de ce qu'il avait vécu. Et ça avait interpellé beaucoup les gens, et ils avaient découvert, ah oui, quelqu'un qui est à la rue peut exprimer, il a la capacité de le faire, etc. Mais oui, donc on a aussi, nous, à batailler dans nos propres, je dirais, instances, nos propres associations, à faire que les personnes qui sont en précarité puissent prendre la parole, puissent contribuer peut-être à des choix et des décisions dans les actions même que l'on mène. Une lettre ouverte de cette clé aux candidats au municipal avec bien différentes interrogations et notamment des mesures concrètes. Vous demandez en fait aux candidats ce qu'ils prévoient dans différents domaines liés à la précarité ou à la pauvreté. Oui, tout à fait. C'est un temps qui est important où les gens vont aller voter. C'est important qu'ils sachent dans les différents domaines quels sont les engagements qu'ils peuvent prendre. Et la pauvreté est une partie intégrante de ce qui se vit et des habitants d'une commune. Donc, il est important aussi de savoir, par rapport à effectivement cette question-là, quels vont être les engagements, ou en tout cas, sur quelle piste ils ont envie d'avancer. Ça veut dire qu'il faut solliciter les élus sur ces questions précises, on va les découvrir. Vous ne retrouvez pas les réponses, on va dire, dans les traditionnelles professions de foi? Non, pas forcément. Donc, ça nous a semblé important, effectivement, de les interpeller sur cette question-là. Je dis, sur la Corse, on est autour de 70 000 personnes en précarité. C'est à peu près le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Un Corse sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un pan de la population corse qui est important de prendre en compte. Je crois qu'aucune société ne peut avancer en laissant de côté autant de personnes. Donc quels vont être les actes qu'ils vont poser? Parce que c'est vrai qu'il y a ce que l'on dit, mais on attend qu'il y ait des choses concrètes pour qu'après on puisse aussi, tout au long, je dirais, des 6 années de mandat, de pouvoir interpeller en disant « vous êtes engagé sur telle et telle question, où est-ce que ça en est ?» Alors, première question, quelles mesures concrètes prendrez-vous pour permettre un meilleur accès au logement social et très social? C'est quoi la différence? Alors, je dirais que très social, c'est de permettre à des personnes, justement, qui ont peu de revenus, qui sont peut-être en dessous du seuil de pauvreté, de pouvoir aussi accéder à un logement. On sait aujourd'hui que quand on construit des logements, même des logements sociaux, le loyer reste quand même relativement élevé, puisqu'il y a le coût de construction. Mais nous, on dit, c'est très bien, n'empêche qu'il y a des gens, en fait, qui ne peuvent pas y accéder. J'ai envie de dire presque aujourd'hui, les personnes qui sont en précarité n'accèdent même pas aux logements sociaux. Donc c'est comment? Dans la construction, dans les, je dirais, constructions aussi financières, on prend en compte cette dimension-là pour donner des logements accessibles. Alors ça peut être des nouveaux, mais ça peut être aussi réhabiliter des logements anciens, voilà, je dirais, pour avoir des bonnes conditions et que les personnes, à ce moment-là, puissent aussi y accéder. Le logement, c'est le premier pilier, on va dire, de cette politique. C'est forcément le premier, je dirais, élément important, même si, moi je dis toujours, on en a 3 qui sont importants. C'est le logement, la mobilité et le travail. Mais quand on n'a pas le logement, comment est-ce qu'on peut aller travailler? Comment est-ce qu'on peut aller travailler quand on dort dans la rue et que le matin on se lève en n'ayant pas pouvoir pris une douche, en n'ayant pas un café chaud pour pouvoir aller travailler? Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc effectivement, le logement est peut-être le pivot. Alors il y a 2 autres jambes qui sont nécessaires. Mais en tout cas, sans ça, on ne peut rien faire. Cette population justement de sans domicile fixe, vous y intéressez également beaucoup? Oui, tout à fait, parce que c'est une population qu'on retrouve, alors peut-être plus dans les grandes villes que dans les petites communes, effectivement, mais c'est une population qui est très fragile, qui est très fragilisée, qui, malgré l'envie et la volonté de s'en sortir, a beaucoup de mal, a encore plus de mal, je dirais, que peut-être une autre population, parce que tous les domaines sont touchés. Il y a la santé, il y a le logement, il y a le travail, il y a la réinsertion, parce que quand on est dans la rue, on est
désociabiliser, on a du mal à rentrer dans des horaires un peu classiques. Donc il y a tout un travail de fait. Alors l'idéal, c'est d'éviter que les gens se retrouvent dans la rue quand même. Mais bon, la réalité est là, et donc il faut aussi accompagner ces personnes-là, parce que c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on n'est pas capable de s'en sortir, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on n'est pas capable de réfléchir. Et je voudrais juste relater une expérience on a menée au niveau du Secours catholique, où on a invité des personnes à la rue qui venaient à notre permanence autour d'une table pour leur demander, les solliciter, pour réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble à quelles sont leurs difficultés aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait améliorer aussi leur quotidien. Et il y a des idées qui sont sorties très pertinentes, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et il y en a par exemple une, en fait, qui est liée aussi à, je dirais, à l'intimité de la personne, à sa vie, qui est de dire, eh bien, en fait, on n'a aucun lieu où on peut mettre en sécurité des souvenirs, des documents, des papiers, des choses qui nous semblent importantes pour nous, parce qu'on n'a pas de lieu. Et l'idée, c'était de dire, mais est-ce qu'au niveau justement de cette réflexion, il ne peut pas y avoir des casiers consignes, par exemple, qui peuvent être mis en place, où on pourrait mettre des choses qui nous semblent importantes. Parce que nous, notre maison, on l'a dans nos sacs, sur notre dos, mais on n'a aucun lieu sécurisé. Et je dirais que cette réflexion et cette idée-là, elle est née pas de nous, on n'a pas l'idée, parce que nous, on ne vivait pas dans la rue et on n'aurait pas eu ce réflexe. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de se dire comment on redonne la place et la parole aux personnes, quelle que soit leur situation, même aux personnes dans la rue. Et cette idée, elle a été relayée ensuite par des jeunes. Oui, elle a été relayée à l'occasion, je dirais, d'une formation, d'un stage d'un jeune qui est venu au Secours catholique et à qui on a retransmis cette idée-là, qu'on avait un peu commencé à travailler avec eux. On a fait une deuxième rencontre avec ce jeune-là et les personnes à la rue. Et donc, il a avancé sur ce projet-là. Et il a vu le jour en octobre de l'année dernière. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de casiers qui fonctionnent. Et c'est merveilleux parce que finalement, c'est l'ensemble de toutes ces intelligences, de toutes ces compétences et de tous ces échanges qui a permis que ça se réalise et que les personnes aujourd'hui qui sont à la rue sur Ajaccio puissent avoir un lieu où ils peuvent effectivement mettre en sécurité des photocopies de papier, des documents, des photos, enfin des choses en tout cas qui leur semblent importantes. Comme quoi, des fois, il n'en faut pas beaucoup. Oui, il ne faut pas forcément des grandes idées, mais voilà, il faut laisser pas beaucoup de moyens non plus, mais il faut des idées, plus des idées que des moyens. Des moyens et puis du partage dans cet échange-là. Vous le disiez, la problématique de la mobilité qui est abordée. Oui, c'est une grande problématique. Alors, je dirais qu'elle soit dans les grandes villes ou dans le rural. C'est vrai qu'elle est forte, qu'elle est importante. Et nous, on a en attente effectivement un certain nombre d'axes qui nous semblent importants. Alors déjà, avoir une possibilité de pouvoir se déplacer en transport en commun avec, je dirais, des horaires beaucoup plus proches qui permettent réellement aux personnes de se déplacer. Parce que quand on attend 3/4 d'heure, 1 heure ou que le bus ne passe pas, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir se rendre dans un travail quand on n'a pas la possibilité d'avoir une voiture. Alors les réalités ne sont pas les mêmes dans le rural, mais en tout cas, il y a des questionnements, il y a des choses à mettre en place au niveau du rural, des déplacements, que ce soit pour des adultes, que ce soit pour des jeunes, parce que c'est vrai qu'en dehors, je dirais, des périodes scolaires, on a le bus pour se rendre à l'école, au collège ou au lycée. C'est compliqué pour des jeunes aussi de garder des activités et se déplacer. Donc je dirais que cette question de la mobilité, elle dépasse même les personnes en précarité. C'est globalement, il nous semble qu'il y a là un vrai challenge pour toutes les municipalités de l'ensemble de la Corse. Vous vous engagez, vous, pour la gratuité de certains transports ? Oui, on s'engage pour la gratuité, en tout cas au moins pour les personnes en précarité. Et je dirais aussi pour que cette gratuité, elle soit accessiblement facile, parce qu'il y a déjà des choses qui sont proposées au coup par coup, mais on se rend compte qu'il y a un tas de démarches, qu'il faut aller faire des papiers, qu'il faut revenir avec des papiers, et tout ça c'est compliqué, oui, qu'il faut renouveler. C'est comment aussi ce qu'on met en place est facilitateur et pas complexifie, je dirais, la possibilité d'accéder en fait à cette possibilité de gratuité ou de réduction au niveau des transports. Autre problème important, le renoncement aux soins ou encore le décrochage scolaire. C'est vrai que le renoncement aux soins, aujourd'hui, on le perçoit. Il n'était peut-être pas perçu de la même manière il y a quelques années. Non, je pense qu'on accédait peut-être plus facilement. Je crois qu'il y avait aussi une proximité et une facilité de contact avec les professionnels de la santé. On accédait plus facilement à un médecin, on n'avait pas besoin d'attendre des jours et des jours. Alors les spécialistes, n'en parlons pas. Donc c'est vrai que quand en plus on est en précarité,
qu'on se dit mais comment est-ce que je vais payer ce qui me reste à payer. Voilà, toutes ces difficultés-là font que effectivement les gens renoncent de plus en plus aux soins. Alors que j'ai envie de dire, on en a de plus en plus besoin. On sent qu'il y a aussi des fragilités psychologiques qui sont importantes et qui, effectivement, sont un élément en plus supplémentaire qui vient se rajouter, où on a besoin d'avoir des spécialistes et on ne les trouve pas. Mais qu'est-ce que peut faire un maire pour éviter ça ? Je pense qu'un maire peut effectivement, alors peut-être pas tout seul, mais peut-être en groupe, voilà, avec d'autres communes, d'essayer de mettre en place peut-être une maison de la santé ou d'avoir un cabinet médical qui couvre plusieurs communes, d'être plus attrayant, d'être facilitateur. Alors c'est vrai qu'on manque de médecins, mais si on se regroupe, si on recherche des synergies, je pense qu'il y a vraiment des expériences qui peuvent se mener et qui peuvent être facilitateurs. Alors ça peut être dans l'autre sens aussi, comment on déplace des personnes qui ont besoin d'aller chez un médecin un peu plus loin et donc avoir effectivement cette question de mobilité qui revient et qui rejoint cette question de santé. Mais en tout cas, il y a des expériences qui sont menées, qui marchent et comment elles peuvent être développées, comment elles peuvent se démultiplier. Idem pour le décrochage scolaire. On a vu les dispositifs coup de pouce clés, on a vu... Moi, je dirais, j'ajouterais un élément qui me semble très important aujourd'hui pour les jeunes, c'est comment il y a un accompagnement de proximité. Et quand je dis un accompagnement, c'est de A à Z de ces jeunes-là, parce qu'ils sont souvent démobilisés, ils sont découragés, et que proposer des choses en termes d'expérience, de formation, c'est pas suffisant. Il y a vraiment, réellement un besoin d'accompagnement individuel. J'ai envie de dire presque de parrainage, si je puis mettre ça, mais dans le bon sens du terme, on est là pour aider, accompagner, valoriser le jeune tout au long de son chemin, de son parcours, pour que justement au moment où il a plus envie, qu'il décroche, qu'il est fatigué, qu'il est démobilisé, il puisse s'appuyer sur un adulte ou un grand jeune référent pour effectivement se sentir épaulé et continuer son chemin. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir du tutorat au sein des municipalités, des intercommunalités ? Oui, je pense que c'est effectivement parrainage, tutorat, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce tutorat ou ce parrainage, c'est souvent aussi de l'intergénération, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes parcours, mais on n'a pas forcément les mêmes âges, et qu'on s'enrichit mutuellement et qu'on découvre et qu'on porte peut-être un regard différent sur quelqu'un qui a un autre âge. Alors ça peut être les jeunes par rapport à plus anciens, mais ça peut être aussi les plus anciens par rapport aux jeunes, parce que souvent on entend « Ah, mais les jeunes aujourd'hui, ils sont plus ceci, ils sont plus cela ». Un peu négativement, moi j'ai envie de dire, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont solidaires, qui partagent, qui sont ouverts, qui ont envie de faire des choses, et donc essayons de nous regarder d'être plus positivement et peut-être dans la bienveillance. Alors, il y a différentes questions qui sont posées. Il y a le fameux territoire zéro chômeur de longue durée. On a l'impression que la Corse, pourtant, il y avait une volonté politique. On a entendu beaucoup de politiques, y compris les députés, en parler, mais ça a du mal à se mettre en place. Oui, c'est vrai, ça a du mal à se mettre en place, mais je crois que là, il y a une vraie volonté. Je crois qu'il ne faut pas lâcher, il faut être persévérant. On sait que les expériences qui sont menées ailleurs sont tout à fait positives et permettent effectivement à des gens qui sont loin du monde du travail, qui sont en grande précarité, de pouvoir retrouver des places et du travail, de l'emploi. Donc je crois que quand on est convaincu que c'est quelque chose d'important, il faut poursuivre, il faut aller de l'avant parce que l'emploi fait partie des 3 piliers importants avec le logement et la mobilité qui sont, je dirais, une condition sine qua non pour vraiment permettre l'autonomie et permettre à la personne de repartir et de ne va plus avoir besoin en fait d'aller vers les autres mais d'être indépendante. Et je crois que c'est ça qu'on aspire, c'est que tout le monde soit en capacité de mener sa propre vie. Et ça rejoint une autre interrogation, celle de la coordination des moyens entre les différentes strates politiques, les municipalités, les intercommunalités, la collectivité de Corse. Il faut arrêter de rester peut-être dans les étiquettes et travailler tous ensemble à lutter contre cette précarité. C'est pas un vœu pieux, vous voulez vraiment que... Alors, ce n'est pas un vœu pieux et c'est un vœu qui est indispensable pour nous. On se rend compte que même nous, en étant dans les associations, même les bénévoles au quotidien, les permanents, se rendent compte qu'il y a tellement d'aides, c'est tellement dispersé qu'on a nous-mêmes du mal à s'y perdre. Imaginez des personnes qui, effectivement, ne sont pas confrontées au quotidien à cela. Donc, c'est très compliqué. Donc, il est indispensable et nécessaire qu'effectivement il y ait une coordination là-dessus. Moi, je dirais qu'il y a aussi une communication sur
tous les droits, toutes les possibilités d'aide qui existent, et qu'on communique aussi vers les personnes les premières concernées. Parce que souvent, on découvre, effectivement, il y a telle possibilité d'aide, mais en fait, on ne la connaissait pas, ou on n'en connaissait qu'une partie, et donc les personnes ne peuvent pas en bénéficier, et ils ne la demandent pas. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. C'est coordination et communication pour aller au plus près des personnes en précarité. Ça serait quoi l'idée? Créer un guichet unique? Alors, ça peut être un élément. C'est aussi comment, j'ai envie de dire, on s'appuie sur les associations, les actions qui sont menées au plus près du terrain et au plus près des personnes pour aussi communiquer avec elles. Nous-mêmes, associations, on découvre quelquefois des aides dont on n'était pas au courant. C'est pas cohérent et c'est pas logique. C'est comment on diffuse cette communication. C'est pour ça que je parle de cet élément qui me semble important. Dans toutes les strates et par tous les lieux où des personnes en précarité peuvent être amenées à venir. Alors ça peut être aussi une maison de quartier, ça peut être un foyer de jeunes travailleurs, enfin vraiment tous les lieux où il y a des personnes qui éventuellement peuvent accéder à ces aides-là. Et est-ce qu'il faut éviter aussi d'opposer les territoires, d'opposer les dispositifs, d'opposer les compétences ? Je crois que c'est le minimum indispensable. Il faut effectivement travailler les uns avec les autres, il faut être en complémentarité. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif final, ce n'est pas, je dirais, le pouvoir ou la mise en avant des uns et des autres, mais c'est les personnes qui sont en précarité et qui effectivement dans leur quotidien n'ont plus de logement, n'ont plus de quoi peut-être se nourrir, n'ont plus de quoi se déplacer, et ne pas oublier ça. Notre objectif final à tous, c'est bien celui-là. Donc, donnons-nous les moyens de travailler ensemble, de faire de la coordination ensemble. Alors, ce n'est pas forcément des grandes staffs, parce que si on est 50 ou 60 à faire de la coordination, on n'avancera à rien. Mais c'est sur telle problématique, comment les personnes concernées ou les institutions ou les lieux peuvent ensemble se coordonner et faire avancer la question. Est-ce qu'il y a de la lisibilité aussi sur le rôle de chaque association ? Parce que quelqu'un qui est en situation de précarité, aller taper au secours catholique, au secours populaire, à part pour quelqu'un qui a des missions vraiment très très précises, on peut penser à la Falep pour l'hébergement par exemple, mais est-ce que justement la personne qui est en situation de pauvreté, de précarité, où elle va plus dans son quartier, et ensuite il y a un relais qui se fait entre les associations? Alors j'ai envie de dire, il n'y en a sûrement jamais assez, donc on n'est pas non plus, nous, associations, à l'abri de cette question-là. Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a des lieux où on est peut-être plus pertinent. Je parlerai peut-être de l'expérience aussi ici sur Ajaccio, où effectivement cette clé est un lieu de concertation, où on s'informe, on travaille ensemble, où on est aussi complémentaires. Et je prendrai des exemples, même si, on va prendre un exemple, le Secours populaire, la Croix-Rouge et le Secours catholique sont, on va dire, des associations généralistes. On travaille en complémentarité. Il y a des actions que mène le Secours catholique et d'autres que mène le Secours populaire. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, le Secours catholique, déjà depuis plusieurs années, ne fait plus sur Ajaccio la question des vêtements, puisqu'on a convenu ensemble que le Secours populaire avait des lieux et la Croix-Rouge avait des lieux plus importants qui permettaient un accueil digne des personnes. Nous, on a axé nos locaux plus sur l'accueil des personnes sans domicile au centre-ville, puisqu'on est très présent sur le centre-ville. Et donc, on est complémentaires. Si on a, nous, des personnes qui ont besoin de vêtements, on envoie vers le Secours populaire ou vers la Croix-Rouge. Et s'il y a des personnes qui sont à la rue, qui sont au centre-ville, effectivement, ils viennent plus vers le Secours catholique. Donc, je crois qu'on joue la complémentarité. Alors, je ne suis pas convaincue qu'il faille qu'un seul lieu, parce qu'il y a aussi l'approche des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise d'aller au Secours populaire, d'aller à la Croix-Rouge, d'aller au Secours catholique pour X raisons. Et je pense qu'il faut cet espace-là aussi de liberté. Mais je pense que c'est important qu'entre nous, en tout cas, on collabore et on se coordonne et on soit complémentaires les uns avec les autres. Il y a un public dont on parle peu, c'est le public des migrants. Oui, tout à fait. C'est vrai que la Corse, j'ai envie de dire, par rapport peut-être à d'autres lieux, n'est pas en France un département, enfin une région qui accueille effectivement beaucoup de migrants, même s'il y en a. On a des personnes qui effectivement sont étrangères et viennent régulièrement. On en accueille dans nos différentes associations, même dans le cadre, par exemple, du français langue étrangère. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu d'accueil, je dirais de premier accueil ici sur la Corse, et que ça, effectivement, on dit au niveau de la coordination, de la clé, qu'on est aussi un lieu qui pourrait accueillir effectivement des personnes en précarité, des personnes surtout migrantes,
on est concerné aussi par cette question-là et comment on se donne les moyens de pouvoir effectivement être un lieu d'accueil. On a vu que c'est quand même une question qui divise, notamment quand il y avait le bateau qui devait héberger, du moins pour aider les personnes qui étaient en situation migratoire. Et puis, c'est une question qui divise sur le plan politique. Oui, c'est vrai que c'est une question qui divise, mais nous, on est sur les personnes les plus pauvres qui sont en précarité. Les plus pauvres, les migrants font partie des plus pauvres et c'est une démarche, j'ai envie de dire, humaine par rapport à des personnes qui sont en souffrance sur un bateau, qui quittent leur pays. Alors j'ai envie de dire, je pense qu'on ne quitte pas son pays, là où on a toute sa famille, par plaisir, c'est bien par obligation. Je dirais que la majorité aujourd'hui des migrants qui arrivent en France sont quand même, en plus, je dirais, de cette difficulté-là, et toutes les questions de guerre, de déplacement, de population. Et humainement, on ne peut que dire, il doit y avoir une place aussi pour eux. Alors, on travaille ici pour les accueillir, où on se dit, on est territoire d'ouverture, mais c'est aussi comment nos différentes associations travaillent aussi pour leur permettre de rester quand c'est possible, parce que quand il y a la guerre, c'est très compliqué, mais en tout cas de donner des conditions pour qu'ils puissent rester le plus possible chez eux, dans des conditions acceptables, parce que chacun a envie de rester chez soi, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Il y a un autre public dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les fameux invisibles. Oui, tout à fait. Alors, c'est des personnes qui ne viennent pas, peut-être dans les associations très peu, qui effectivement, j'ai envie de dire, se sentent encore plus, en difficulté et qui n'osent pas faire savoir effectivement ce qu'ils vivent, leurs problématiques. Et ça, pour nous, associations, c'est aussi un questionnement. Alors, c'est vrai qu'on essaye de réfléchir à des pistes un petit peu différentes en se disant, est-ce qu'il faut attendre que les gens viennent vers nous ? Est-ce qu'il faut peut-être aller vers les gens, aller à leur rencontre, essayer peut-être d'amener une approche un peu différente, non pas en disant venez, on vient, on va vous aider, mais comment vous pouvez être contributeurs, parce qu'à ce moment-là, on les prend non pas par, je dirais, leur manque, mais par leur qualité, et que peut-être après, dans un deuxième temps, quand la confiance se construit, c'est plus facile d'exprimer ses propres difficultés à soi. Merci beaucoup Germaine Bourdet d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On va rappeler le principe de cette lettre ouverte aux candidats au municipal. C'est un questionnaire que vous avez adressé aux différents candidats. Il y a une deadline pour répondre ? Alors, il n'y a pas une deadline, mais on espère quand même qu'avant les élections, on aura des réponses. Alors, ça commence à arriver et j'ai envie de dire, je souhaite que le maximum puisse nous répondre et qu'on puisse effectivement avoir des échanges et après, des débats sur ces questions-là. Vous voulez des mesures concrètes, pas des déclarations d'intention, ça on l'a bien compris. Oui, tout à fait. C'est des mesures concrètes parce que les gens qu'on représente veulent avoir des actions concrètes pour changer leur quotidien. Et ces réponses, elles seront opposables ensuite, on va dire opposables au tiers. Une fois que les personnes seront élues, vous irez leur montrer leurs réponses en disant on veut des résultats ? Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est le travail de suivi de la clé, de ne pas lâcher, je dirais, cette question-là. Et tout au long de ces 6 ans, on ira interpeller, on leur rappellera qu'effectivement, voilà les actions concrètes qu'ils ont mis par écrit. Donc, où est-ce que ça en est et comment ça avance ? Sur les réponses aux questionnaires précédents, il y a eu des réalisations concrètes qui ont été faites ? Alors, il y a eu effectivement des questions qui ont avancé, et en particulier toute la question de la prise en compte de la pauvreté dans les différentes discussions, dans l'aide, je dirais, globalement. Donc, même si tout n'a pas avancé, il y a encore beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a effectivement des questions qui ont été prises en compte. Merci Germaine Bourdet, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. On ne manquera pas bien évidemment de retranscrire les réponses des candidats à ce questionnement de la clé. Et puis cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast audio et vidéo www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. À bientôt.